Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à ceux qui étaient déjà là ce matin. Je suis ravi de passer cette heure avec vous, peut-être cet après-midi, je ne sais pas combien de temps vous avez prévu de rester. Les discussions, les conférences de ce grand événement sur des nains sur les épaules des géants, c'est cette manifestation que vous propose Le Havre depuis maintenant 4 années. Ça va durer pendant 2 jours, ça veut dire que si vous ne savez pas quoi faire demain, samedi, je vous invite à revenir au Paul Simon Veil pour d'autres rencontres qui vous seront proposées tout au long de la journée. Ce sont des rencontres absolument gratuites, ouvertes à toutes et à tous. Il y aura par exemple sur scène à 11h un futur astronaute, un apprenti astronaute qui viendra nous raconter comment il a postulé, candidaté parmi des milliers de candidats auprès de l'Agence spatiale européenne et comment il a été retenu. Donc ça y est, maintenant il est apprenti astronaute. Il s'appelle Arnaud Prost. Il vient de l'armée de l'air, c'est un commandant de l'armée de l'air et pilote de chasse. Il est aussi plongeur. Et voilà, il a décidé de passer ce concours d'astronaute. Il est devenu apprenti astronaute. Il va passer, maintenant qu'il a passé les sélections, il va passer toute une série d'entraînements qu'il a commencé à faire depuis 2 ans. Et puis un jour, peut-être, il prendra le chemin des étoiles. Donc pour savoir, peut-être c'est parmi vous, certains envisagent de devenir astronaute un jour. Ça peut être une façon de commencer à se renseigner sur la façon dont ça se passe. Ça, ce sera à 11h ici demain. Il reste encore des places, donc je vous invite à venir. Et puis à 14h, après l'espace, on vous invite à plonger très profondément avec Laurent Balesta, un grand plongeur de l'extrême, c'est un peu le Cousteau de notre époque. Et il va vous raconter notamment sa dernière grande expédition. Vous l'avez peut-être vu sur Arte, pendant 3 ans, avec des scientifiques. Ils se sont intéressés à des formes circulaires, plus d'1 millier, 1600 formes circulaires, au fond des océans, au large du Cap Corse. Des formes tout à fait géométriques et complètement inexpliquées, uniques au monde. Et il a fallu 3 années de recherche, de plongée extrême autour de ces anneaux mystérieux pour comprendre leur origine. Voilà, il sera là et il vous racontera cette expédition et d'autres lors de sa venue sur la scène demain à 14h. Mais pour l'heure, d'ores et déjà, nous allons plonger au fond des océans avec un biophysicien de formation. Il s'appelle Bill François. Il est passé maître dans l'art de vulgariser la science, c'est-à-dire d'apporter la connaissance scientifique au plus grand nombre. Et nous allons découvrir ce peuple des mers en sa compagnie. La conférence dure 1 heure et elle sera suivie d'un échange d'une 15aine de minutes où il répondra à mes questions et aux vôtres. Je vous demande d'accueillir Bill François. Bonjour. À tout à l'heure. Bonjour, merci pour votre accueil. Merci d'être venus si nombreux pour ce petit voyage sous-marin qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors on va tester tout de suite si... Non, c'est pas avec ça. Ça ne marche pas. On va y arriver. Il y a un retour. Ah oui, d'accord. Donc on fait comme ça avec en petit. Ok, super. Et là, si je clique comme ça avance? Non. Et si je fais ça? Oui. Très bien. Bon, alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit voyage dans le monde marin pour découvrir comment les lois physiques qui gouvernent notre monde façonnent ce qu'il y a sous l'océan et comment ce qu'il y a sous l'océan arrive à utiliser ces lois physiques pour créer toute une diversité de vie absolument incroyable. Et on va voyager dans le monde pélagique, donc le monde du grand large. On imagine qu'on est ici au Havre, on prend un bateau, on va le plus loin devant nous possible et on regarde ce qu'il y a dans l'eau, dans ces immensités bleues qui paraissent un peu désertiques mais qui sont en fait pleines de vie absolument passionnantes. Pour voyager sous l'océan aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avant tout écouter. C'est contre-intuitif, on parle de monde du silence encore aujourd'hui parce que Cousteau n'avait pas eu l'oreille très fine et ne s'était pas rendu compte que l'océan est plutôt un monde de son qu'un monde du silence. Et donc, ce qu'on va faire là, à l'inverse de ce que faisait Cousteau, au lieu de regarder, on va surtout écouter pour entendre ce que les créatures marines ont à nous raconter. Et chaque fois, en devinant comme ça ce qu'il y a derrière ces différents sons qu'on va écouter, ça va nous amener dans différents aspects du monde sous-marin. On va commencer tout de suite avec un son que vous allez reconnaître a priori assez facilement.
Alors, celui-ci, je suppose que vous l'avez. De quoi s'agit-il? Baleine, très bien. Une seule fois, j'ai quelqu'un qui a dit une vache, mais en général, les gens reconnaissent. Mais c'était pas si bête parce que, comme la vache, là, et comme nous, la baleine est un mammifère. Or, si vous êtes un mammifère et que vous devez chanter dans l'eau, ça vous donne déjà un indice sur le fait que c'est pas évident du tout. Et que donc la baleine chante la bouche fermée, parce que comme elle respire de l'air, elle est obligée de chanter la bouche fermée. C'est pour ça que son bruit ressemble à ce qu'on pourrait à peu près faire, même nous, si on chantait la bouche fermée. Le chant des baleines, il est extrêmement varié. On parle de chant, mais aussi de vocalises, de toutes sortes de sons qui ont des rôles très variés dans les populations de baleines et dans leur façon de vivre. Donc là, on a entendu les plus structurés, ceux qu'on entend le plus en général, parce que c'est les plus mélodieux, et qui, comme par hasard, sont ceux qui se rapprochent le plus de nos chants à nous, c'est-à-dire que les baleines les émettent pour diverses raisons, pas forcément très claires, liées à leurs interactions sociales, à la reproduction, à des rivalités éventuellement, et peut-être même tout simplement en quelque sorte pour le plaisir. Un petit peu comme nos chansons à nous, si on nous demandait pourquoi on fait de la musique, on dirait sans doute que c'est lié à des interactions sociales, à de la reproduction, à des rivalités et à des raisons encore mystérieuses. Ce qui est intéressant, c'est que pour les baleines, comme pour notre musique, c'est un trait culturel. C'est-à-dire que les chants des baleines sont un patrimoine immatériel qui va se transmettre de génération en génération de baleines. Elles se passent les musiques, les mélodies, tout en les modifiant un petit peu, en gardant les refrains, en changeant les couplets, en gardant les structures. Et ça marche sur le plan temporel, d'une génération à une autre, mais aussi sur le plan spatial. Une population va en rencontrer une autre qui vit un peu plus loin et va leur transmettre des chansons. Donc les éthologues parlent vraiment de culture pour ces aspects-là du chant des baleines. Mais il y a aussi plein d'autres bruits que vont faire les baleines, par exemple pour la chasse, pour se coordonner entre elles, où là c'est tout de suite beaucoup moins mélodieux, mais c'est extrêmement utile. Ou encore... l'autre il marche pas, mais il y avait un autre son pas mélodieux non plus qui était la mère qui appelle le petit, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ces baleines, elles utilisent le son, c'est pas pour le plaisir d'utiliser le son, c'est parce que c'est extrêmement efficace pour se faire entendre très loin. À votre avis, à quelle distance peut se faire entendre une baleine qui chante comme ça sous l'eau? 10 km, qui dit mieux? Vous pouvez le dire à haute voix, il n'y a pas besoin de le... 3. 110. 10 000. Ouais. Alors, vous avez rigolé à 10 000, mais finalement, c'était plus près comme réponse. La réponse, c'est 2000, à peu près. Donc 2000, c'est quand même beaucoup. Vous imaginez une baleine qui chante là au large du Havre, on peut l'entendre jusqu'au Portugal, jusqu'en Irlande, quasiment. Donc c'est assez impressionnant. Comment elles font ça? Alors déjà, c'est un très gros animal, donc ça fait beaucoup de bruit, mais ça suffit pas. Ça suffirait à la faire entendre à quelques centaines de mètres, kilomètres éventuellement, pas plus. Alors en plus de ça, elle est dans l'eau. L'eau est beaucoup plus dense que l'air. Le son, c'est une vibration de la matière, donc ça se propage d'autant plus vite, facilement et sans s'atténuer que la matière qui le porte est dense. L'eau étant 800 fois plus dense que l'air, le monde sous-marin est 800 fois plus sonore que le nôtre. Donc déjà, ça permet d'expliquer que la baleine se fasse entendre facilement à des dizaines ou des centaines de kilomètres. C'est le même principe que dans les westerns, les Indiens qui collent leur oreille sur les rails de chemin de fer. Parce que la locomotive, ils ne peuvent pas l'entendre dans l'air. En revanche, dans le métal, qui est beaucoup plus dense, le son est déjà là. Et il est déjà là et surtout, il est venu sans s'atténuer. Donc, ils arrivent à l'entendre comme ça. Les baleines, c'est un peu pareil. Comme elles sont dans l'eau, elles se font entendre très loin. Mais ça permettrait d'expliquer qu'elles se fassent entendre peut-être à 100, 120 km, pas plus. Alors, comment expliquer qu'elles se font entendre 20 fois plus loin que ça, à près de 2000 km? Eh bien, pour ça, elles ont une astuce secrète supplémentaire. Elles vont utiliser la structure même de l'eau de l'océan. Et c'est là que c'est assez intéressant sur ce que ça nous dit de l'océan. L'océan, ce n'est pas une étendue d'eau uniforme. C'est pas comme un verre d'eau. À l'intérieur, il y a des couches d'eau de différentes températures, différentes salinités, et vraiment séparées les unes des autres, comme un gâteau, avec des couches.
Et ce que vont faire les baleines, c'est qu'elles vont se mettre dans une de ces couches assez profondes et se mettre à chanter là, dans une zone d'eau assez froide. Et cette zone d'eau assez froide, comme elle n'a pas la même densité que l'eau qui est au-dessus et l'eau qui est en dessous, elle va piéger le son de la même manière qu'une fibre optique piège la lumière. Une fibre optique, en gros, c'est un tuyau tapissé de miroirs. Et donc la lumière, quand elle monte trop haut, elle se réfléchit. Quand elle descend trop bas, elle se réfléchit à nouveau vers le haut, et ainsi de suite. Et en ricochant, elle se retrouve piégée à l'intérieur de la fibre optique. C'est pareil dans cette couche d'eau, mais avec le son. Quand le son va monter trop haut, il va se retrouver à l'interface des deux couches d'eau, et ça le fait rebondir. Et quand il descend trop bas, il remonte et ainsi de suite. Et ça permet aux baleines comme ça de piéger le son dans un canal dans lequel elles peuvent communiquer à des milliers de kilomètres. C'est leur téléphone secret. C'est une astuce qui est aussi utilisée par les sous-marins. Donc la baleine, génie de l'acoustique, en tout cas elle utilise comme ça des propriétés intrinsèques de l'océan qui sont très importantes. Très importante, cette stratification de l'océan pour énormément de choses qu'on ne voit pas au quotidien, mais dont on subit les conséquences. Typiquement, c'est en grande partie grâce à ça que l'océan, on dit que c'est notre premier allié contre le réchauffement climatique, que c'est une pompe à carbone. Pourquoi ? Parce que le phytoplancton, donc les petites algues qui vont capter le CO2 de l'atmosphère en surface, parce que tout ce qui est plante, ça a besoin de lumière pour faire la photosynthèse, donc ça se passe en surface. Dès qu'on descend un peu en profondeur, dans l'océan, on n'a plus de lumière. Donc ils vont capter comme ça le CO2 en surface. Ensuite, ils vont se faire manger par divers animaux. Ça peut être des baleines, ça peut être des petits crustacés, ça peut être des poissons, etc. Et puis ces animaux, à un moment donné, vont passer dans des couches d'eau plus profondes pour digérer. Et le carbone qui a été accumulé comme ça par les algues va se retrouver piégé en profondeur. Pour digérer ou pour mourir. Les carcasses de baleines, par exemple, vont tomber dans les profondeurs. Et grâce à ces couches d'eau qui retiennent comme ça, qui évitent que l'océan ne soit qu'un grand mélange, eh bien, ce qui se retrouve piégé en profondeur est séquestré pendant des centaines, voire des milliers d'années. Donc c'est comme ça que l'océan joue un rôle de pompe à carbone aussi. C'est grâce à ce phénomène de gâteau de l'océan. Voilà, on peut remercier la baleine. Et on va en écouter une autre que vous ne devinerez probablement pas cette fois-ci. Je vous la fais écouter quand même. Et vous ne le devinerez pas pour une bonne raison, qui est qu'il n'y a qu'un seul animal au monde qui fait ce bruit-là que vous entendez, là, qu'on vient d'entendre. Et quand je dis un seul animal au monde, ce n'est pas une seule espèce d'animaux, c'est un seul individu animal. Une seule personne, en quelque sorte. Un seul animal, c'est une baleine, de la famille des rorquals. Ça, on le reconnaît à la structure du son. Les spécialistes qui connaissent bien les sons des cétacés reconnaissent qu'avec cette structure comme ça, ces modulations, c'est un rorqual. Seulement, ce pauvre rorqual qu'on entend chaque année au large de la Californie lors de la migration des baleines là-bas, eh bien, il a la même structure de son que tous les rorquals, mais il n'a pas la même longueur d'onde. Il est à la fois trop aigu pour certaines espèces, trop grave pour d'autres espèces. Chaque espèce de baleine a une gamme de longueur d'onde dans laquelle elle chante et dans laquelle elle peut entendre. Ça leur fait une sorte de canal de radio qui fait que tout ce qui est plus aigu ou moins aigu que ce qu'émet leur espèce, elles ne l'entendent pas et donc elles peuvent entendre uniquement leurs congénères. C'est très pratique. C'est un peu comme pour nous, quelque part, où on n'entend que de 20 Hz à 20 kHz au niveau des sons qu'on est capable d'entendre. Tout ce qui est plus grave ou plus aigu, on appelle ça des infrasons ou des ultrasons et on ne les entend pas. Alors qu'à l'inverse, d'autres animaux qui peuvent communiquer dans ces sonorités-là peuvent les entendre. Les chauves-souris, par exemple, entendent très bien les ultrasons, les chiens aussi, et certains poissons vont très bien entendre des infrasons que nous, on n'entend pas. Mais pour les baleines, c'est des canaux très étroits. Et cette pauvre baleine-là, eh bien, elle chante dans un canal qu'aucune autre baleine ne peut entendre. On l'a donc surnommée la baleine la plus solitaire au monde, car il est probable qu'elle n'ait aucune interaction avec ses congénères, vu que personne ne peut l'entendre, et que la mer c'est très grand, donc c'est pas facile pour deux baleines de se rencontrer si elles n'ont pas cet outil sonore pour pouvoir rester en contact. Donc cette pauvre baleine, c'est la plus solitaire au monde. Finalement, il n'y a que nous les humains qui l'avons remarqué et qui la suivons et qui l'étudions. On ne sait pas pourquoi elle a ça, c'est peut-être parce qu'elle est née sourde et qu'elle n'a pas pu rectifier le son de sa propre voix. Un humain qui naît sans l'audition
peut être rééduqué grâce aux autres humains qui savent faire, mais pour une baleine, c'est sans doute beaucoup moins évident. En tout cas, c'est mystérieux, on ne l'a jamais observé, mais on l'entend chaque année, et on pourrait l'entendre encore longtemps, parce que les baleines, ça vit très longtemps. Combien de temps ça peut vivre une baleine au maximum? 200 ans. 300 ans, la vérité est entre les deux, à peu près. C'est bien, vous avez lancé un chiffre ambitieux dès le début. 220, alors il n'y a pas de, on ne sait pas exactement, mais c'est entre 200 et 300. C'est à peu près 250, on estime. Comment on sait ça? Eh bien, grâce à des harpons qu'on a retrouvés dans le lard de certaines baleines qui ont été pêchées récemment. Il y a des tribus, notamment en Alaska, des autochtones qui ont encore le droit de capturer les baleines franches, qui sont celles qui vivent le plus vieux. Et quand ils les découpent, ils en ont besoin pour vivre. Donc quand ils les découpent pour les manger, ils retrouvent parfois à l'intérieur des harpons. Des morceaux de harpons de gens qui ont essayé d'attraper ces baleines il y a un certain temps et qui n'ont pas réussi, évidemment. Et en analysant ces morceaux de harpons, les harpons industriels, c'était un peu comme nos téléphones, ça changeait de modèle à peu près tous les ans. Donc on peut savoir exactement en quelle année on était avec l'analyse de la pointe de harpon. Sauf qu'on a en plus retrouvé encore mieux que ça des harpons pré-industriels, donc en os ou en matière comme ça animale, en os, en ivoire, qu'on a pu aussi dater, qui avaient été utilisés par des autochtones. Et donc grâce à toutes ces datations, on a réussi à comprendre que les baleines franches pouvaient vivre facilement 260 ans. Ce qui est assez impressionnant, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des baleines dans l'océan qui sont nées avant qu'on écrive Moby Dick. Alors, ce n'est pas toutes les baleines, c'est surtout les baleines franches. Les autres baleines vivent à peu près la même durée qu'un être humain. C'est déjà très très long pour un mammifère. Mais 260 ans, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Ça paraît beaucoup. Mais si on regarde à l'échelle des autres créatures de l'océan, si on compare par exemple au requin du Groenland, à 260 ans, le requin du Groenland, c'est un ado. Le requin du Groenland peut vivre largement plus de 500 ans. Et on estime même jusqu'à 800 ans, parce que les individus dont on a calculé l'âge à 500 ans, ce n'étaient pas du tout les plus grands qu'on ait jamais observés. Donc 800 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, au large du Groenland, vivent des requins qui ont mangé des vikings. Théoriquement, vous pouvez aujourd'hui manger un requin qui a mangé un viking. Je ne vous le conseille pas, c'est la spécialité islandaise de manger ces requins. Ils sont tellement toxiques qu'on est obligé de les enterrer pendant 6 mois pour les faire pourrir avant de les consommer. C'est absolument épouvantable en termes de goût. Requin du Groenland qui lui-même ferait figure de petit jeune comparativement par exemple à certaines éponges qui vivent dans les profondeurs de la mer de Chine et qui ont 17 000 ans. Alors 17 000 ans, on n'était même pas encore à dessiner des mammouths dans les grottes, que cette éponge existait déjà. Et une éponge, c'est un animal, c'est un individu, comme vous et moi. C'est l'animal le plus rudimentaire qui soit. Ça n'a même pas d'organes, même pas de tissus différenciés. Ça n'a même pas de système nerveux, évidemment. Mais c'est un amas de cellules organisées entre elles et qui arrive à faire tout un organisme extrêmement complexe et merveilleux, et dont certaines vivent 17 000 ans. Alors on pourrait se dire, ça encore c'est beaucoup, mais si on va encore plus loin, eh bien le record, en fait il n'y a pas de record parce que certaines méduses arrivent à être carrément immortelles. Voilà. Donc le record de longévité dans le règne animal marin, c'est l'infini. Lorsqu'elles subissent les affres du temps, un certain nombre d'espèces de méduses arrivent à inverser leur vieillissement et se mettre à rajeunir. C'est assez fabuleux, elles peuvent le faire a priori infiniment, indéfiniment. En tout cas, les chercheurs qui ont fait l'expérience de voir combien de fois elles le faisaient ont fini par arrêter l'expérience. C'est magique, mais certaines de ces méduses choisissent toutefois de mourir quand même, au bout d'un certain temps. Non pas qu'elles en aient marre, mais que ça leur permette d'éviter à leur espèce la consanguinité. Parce que si c'était toujours les mêmes qui étaient immortels, au bout d'un moment, l'espèce se reproduirait toujours avec les mêmes individus et finirait par décliner. Donc certains individus se sacrifient pour le bien du groupe quand même, alors qu'elles sont immortelles. Rassurez-vous, ce n'est pas un choix cornélien qu'elles font et un grand sacrifice terrible parce qu'elles n'ont même pas de cerveau. Donc c'est programmé dans leur gène et ce n'est pas quelque chose de conscient chez ces animaux. Mais voilà, c'est un exemple de la longévité du monde marin. Vous avez remarqué des dessins assez anciens, assez jolis. Aujourd'hui, on va, pour illustrer cette conférence, avoir recours à des dessins
qu'un requin du Groenland ou une baleine franche auraient pu connaître à l'époque où ils étaient dessinés, des dessins locaux de Charles-Alexandre Le Sueur, donc le grand naturaliste de la ville du Havre, qui a voyagé à travers le monde et réalisé des centaines d'aquarelles extrêmement précises d'espèces qu'il découvrait à l'époque, notamment océaniques, donc de toutes sortes, vous allez voir, et qui sont de véritables œuvres d'art très 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 belles. Donc ça va nous permettre d'illustrer certains de nos propos pour que ça soit aussi un voyage un petit peu artistique aujourd'hui. Mais continuons sur le son, à écouter un autre bruit. Alors, est-ce que vous l'avez celui-là? J'entends dauphin. Vous avez cru que c'était un dauphin parce que vous avez entendu tic, 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 clic, 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 des petits clics comme ça, et que comme vous connaissez très bien l'océan, vous avez reconnu que ça pouvait être le son caractéristique de toute la famille de ce qu'on appelle les cétacés à dents. Alors les cétacés à dents, ça peut être les dauphins, ça peut être aussi les belugas, les cachalots, les narvals, les globicéphales, les orques. Il y a plein de mammifères marins comme ça qui font des clics, clics, clics. Et c'est vrai que c'est à ça qu'on les reconnaît en général, leur bruit. Ça fait des clics. Alors pourquoi ils font des clics? Vous le savez peut-être, c'est ce qu'on appelle un sonar. C'est-à-dire que ces animaux vont utiliser le son pour se repérer, pour voir ce qu'il y a autour d'eux, sans avoir à utiliser leurs yeux. Comment ils vont faire? Ils vont émettre un clic, comme ça, un son très court. Le petit clic, le son, comme tous les sons qu'on émet, il va voyager autour et il va rebondir sur ce qu'il y a autour. Et il va revenir vers l'animal. Là, on le fait aussi sans le savoir. Moi, quand je parle, il y a une partie du son que j'émets qui rebondit sur les murs, etc. Mais comme ce n'est pas des clics précis, et surtout comme je n'ai pas le melon, qui est la bosse sur la tête des dauphins qui leur permet d'analyser le retour du son, moi, je ne peux pas savoir ce qu'il a fait le son. Mais un dauphin, son clic, il va aller, il va rebondir, il va revenir, et grâce à son melon, il va l'analyser et savoir, en calculant le temps que le clic a mis à aller et revenir, la distance qui le sépare des objets qu'il y a autour de lui. Et grâce à ça, un dauphin est capable de voir presque aussi bien qu'avec ses yeux, simplement avec le son. Presque aussi bien et mieux pour certaines choses, parce que le son, il peut traverser des structures que la lumière ne traverse pas. Donc là, en vous voyant à l'œil, je vois vos couleurs, par exemple, ce qu'on ne peut pas voir avec le son, mais un dauphin avec le son pourra voir ce que vous avez mangé à midi, dans quel état se trouve votre squelette, etc. Donc c'est le principe de l'échographie, et c'est extrêmement efficace pour ces animaux, et c'est tant mieux pour eux, parce que dans l'océan, seuls les 400 premiers mètres reçoivent la lumière du soleil. Au bout de 400 mètres, sur plus de 3000 mètres de profondeur moyenne, au bout de 400 mètres, il n'y a plus de lumière de soleil du tout. Et déjà, si vous êtes à une vingtaine de mètres, ça devient difficile de lire un livre. Il fait déjà extrêmement noir, on ne voit quasiment plus aucune couleur. Donc, pour voir dans l'océan, il vaut mieux utiliser du son que de la lumière. Donc, comme vous connaissez bien toutes ces histoires, vous avez cru que c'était un dauphin que je venais de vous faire entendre. Mais vous êtes tombé dans un piège. Ça n'était pas un dauphin, cette fois-ci, même si ça y ressemble beaucoup. Alors, vous êtes tombé dans le même piège que, historiquement, sont tombées les premières personnes à entendre ce bruit officiellement. Ça s'est passé pendant la guerre froide, dans la mer Baltique. Donc, époque où, comme aujourd'hui, on craignait fort tout ce qui venait de chez les Russes, et ce sont les oreilles d'or de la marine suédoise, donc les officiers mariniers chargés d'écouter les communications sous-marines pour essayer de repérer des sous-marins, typiquement, qui ont entendu ces clics, 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 et qui se sont dit que c'était forcément un sous-marin russe qui cherchait à envahir les côtes suédoises. Alors ça a été très stressant pour eux, une véritable alerte. Ils ont dépêché des navires, des avions sur la zone. Ils n'ont jamais rien observé. Alors, il s'en est suivi à peu près 20 ans, une quinzaine d'années de tensions diplomatiques entre la Suède et l'Union soviétique, où les Suédois militarisaient la mer Baltique pour essayer de trouver cet insaisissable sous-marin russe, et les Russes, en retour, niaient en bloc toute accusation en disant qu'ils n'avaient absolument aucun sous-marin dans la zone. Les Suédois se disaient que c'était sans doute une technologie encore plus furtive et redoutable, puisqu'on l'entendait mais qu'on n'arrivait jamais à la repérer. Bref, ça a duré une quinzaine d'années, jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique, finalement, où le
dossier a été déclassifié et confié à des biologistes au lieu d'être confié à des militaires. Et là, les biologistes ont immédiatement reconnu de quoi il s'agissait et le fait que ces clic-clic-clic, que je vous fais réécouter, tellement c'est beau, n'était pas du tout émis par un dauphin, ni par un sous-marin russe, ni par le sonar de quoi que ce soit d'autre, hein, parce que le sous-marin fait des clics-clics comme le dauphin, parce que c'est un sonar, hein, c'est la même technologie utilisée par l'homme, mais là, ça n'était pas du tout ça, ça n'était pas un sonar, c'était simplement le bruit d'un banc de harengs. Pourquoi ça faisait ce bruit-là? Eh bien, c'est que les harengs communiquent grâce à des pets, des flatulences. Ils pètent, ça fait des bulles, et les bulles, ça fait du bruit. On ne sait pas exactement ce qu'ils se disent en faisant ça, mais ça joue un rôle dans la formation des bancs de harengs qui leur permettent de se regrouper, notamment le soir, pour éviter leurs prédateurs. Hein. L'union faisant la force, plus ils sont nombreux, moins statistiquement ils ont de chances d'être celui qui se fera manger par le prédateur, en particulier les orques. Et donc les harengs, comme ça, communiquent avec des pets dont la fréquence véhicule des informations. Alors, on ne sait pas ce que les harengs en auront dit ou pété de cette histoire, mais en tout cas, une histoire comme ça de paix de poissons qui a failli déclencher une guerre, ça aurait pu faire un bon livre qu'on aurait appelé « Guerre et paix ». Voilà. Alors, le hareng qu'on vient de voir, comme tous ces petits poissons argentés, il a un rôle très important dans la chaîne alimentaire du grand large et de l'océan en général, lui aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle les poissons fourrages, donc c'est ceux qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire, qui vont nourrir vraiment l'écosystème en captant le plancton et ensuite en se faisant manger par des animaux plus grands qu'eux. Donc en gros, c'est un peu la victime, tout le monde tape dedans. Et c'est une victime qui pourtant se défend de manière assez géniale, hein, notamment au niveau du camouflage. On n'imagine pas, mais les harengs, les sardines, les anchois ont un camouflage ultra technologique qui leur permet de se fondre dans le grand bleu. Si vous regardez, ça a l'air très brillant, la peau d'un hareng ou même d'une sardine, même encore dans la boîte, hein, quand vous mangez des sardines en boîte, vous voyez qu'il y a une brillance sur la peau qui est assez particulière. Et en fait, c'est un miroir qui est plus parfait que même la plupart des miroirs qu'on fait en laboratoire. Il n'y a que quelques laboratoires qui arrivent à faire un miroir aussi parfait en termes de réflexion lumineuse que la peau des sardines et des anchois et des harengs, enfin de tous ces petits poissons-là, ce qu'on appelle le stratum argenteum, cette couche argentée qu'il y a sur leur peau. Et non seulement ce miroir il est parfait, mais en plus il est fait avec uniquement des matériaux biologiques, donc c'est pas du métal ou toutes sortes de vapeurs métalliques qu'on utilise pour fabriquer ce miroir, c'est uniquement des protéines, des matériaux biologiques. Et la particularité de ce miroir, c'est qu'il arrive à réfléchir la lumière sous tous les angles, ce que la plupart des matériaux n'arrivent pas à faire. Si vous regardez par exemple ce projecteur en plastique, cette table un petit peu lustrée, les verres, enfin tous les objets que vous avez autour de vous qui réfléchissent un tant soit peu la lumière, vous voyez qu'il y a des zones où ça brille et des zones où ça brille pas. Enfin c'est une évidence, hein, ce que je vous dis là. Tous les objets en plastique notamment, on le voit très bien. En fait, c'est dû à la polarisation de la lumière, une propriété. La lumière, elle a une couleur, mais elle a aussi une polarisation. C'est lié à l'angle où vibre son champ électrique et son champ magnétique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça fait que selon les angles où la lumière arrive sur un objet comme ça, eh bien, ça va plus ou moins réfléchir la lumière. Et ça va faire que tous les objets éclairés vont avoir des zones qui brillent un peu et des zones qui brillent un peu moins. Et ça, si vous avez ça dans l'océan, vous vous faites repérer beaucoup plus facilement que si, comme la sardine, vous arrivez à réfléchir parfaitement la lumière sous tous les angles. Et c'est ce que font les sardines, les harengs, les anchois. Hein, et ils arrivent à contrer ce phénomène en utilisant des molécules qui sont elles-mêmes polarisées et qui polarisent la lumière en retour. C'est un truc de physique, d'optique assez complexe, mais ça leur permet d'être un miroir parfait. Et contrairement aux objets en plastique que vous voyez là, la sardine, dans son état naturel, ou le hareng, ou l'anchois, ou même le maquereau, hein, eh bien, il ne va pas y avoir des zones qui brillent plus que d'autres. Il va y avoir parfaitement la même réflexion partout. Et ça leur permet de se camoufler de manière parfaite. Ça ne les empêche pas de se faire manger par des prédateurs de toutes sortes, parce que les prédateurs sont très forts aussi. On va d'ailleurs écouter un de leurs prédateurs maintenant, qu'on pourrait entendre au large du Havre, enfin comme la plupart des animaux qu'on écoute là, de toute façon, et que vous avez beaucoup rencontré dans votre vie. Mais allez-vous deviner ce que c'est? Alors là, c'est le bruit de fond, le son va arriver. Hein.
Voilà le son. Toc, 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 toc. Mais qui est là? Est-ce que vous l'avez? Thon, méduse, requin. Si on fait un mix des trois, on arrive à peu près à la réponse. Alors, je vous ai dit effectivement que c'était un des animaux marins que vous rencontrez le plus souvent dans votre vie. Et une bonne réponse aurait été le thon, parce que le thon est effectivement l'animal marin avec lequel on interagit le plus, puisque c'est celui le plus consommé par les Français, sous forme en boîte. Ben là, celui-là, c'est l'animal marin que vous rencontrez le plus souvent dans votre vie, sous forme fraîche. Mais c'est la même idée que le thon. Alors, ce bruit, c'est un poisson, effectivement, de la famille des gadidés. Là, on a deux beaux dessins de Le Sueur qui représentent un lieu noir et un aigle fin. C'est la famille des poissons qu'on consomme le plus, à l'état frais, en tout cas en France. C'est des poissons qui vont faire beaucoup de bruit à l'aide de leur vessie natatoire. Donc, la poche de gaz qui leur sert à monter et descendre dans l'eau. Ils tambourinent dessus et ça fait toc 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 comme on vient de l'entendre. Mais là, celui qu'on vient d'entendre, c'est le numéro 1 de cette famille en termes de consommation. C'est le cabillaud. Voilà, le cabillaud qu'on appelle aussi la morue, surtout lorsqu'il est sous forme salée et séchée ou lorsqu'on est dans le nord de la France. Le cabillaud, c'est un poisson très bruyant. Son bruit lui sert pour la reproduction. En fait, la plupart des poissons font du bruit. C'est juste qu'on n'y fait pas toujours attention. Mais le son est très important chez les poissons. Et là, vous allez peut-être me dire, mais c'est étrange, on parle de faire du bruit, mais comment fait-il pour entendre? Il n'a pas d'oreilles. Alors, où sont les oreilles du poisson? Sa bouche? D'autres idées? Les ouïes? Alors, souvent, les gens disent les ouïes, parce qu'il y a le mot oui, et c'est trompeur, mais c'est un abus de langage. Ce qu'on appelle les ouïes du poisson ressemblent certes à des oreilles, mais ne lui servent aucunement à entendre. Sa bouche non plus. La bouche et les ouïes sont connectées, c'est l'appareil respiratoire. L'eau rentre par la bouche, ressort par les ouïes, et c'est comme ça que le poisson respire. Les ouïes vont lui servir aussi à l'hydratation, pour excréter le sel si c'est un poisson de mer, ou à l'inverse pour excréter l'eau en excès si c'est un poisson d'eau douce, mais donc pour rester bien correctement hydraté. En revanche, elles ne servent pas du tout à entendre. Les organes qui servent au poisson à entendre, il y en a deux sortes. Une sorte qu'on voit sur cette image, il s'agit de la ligne qui est là, que vous pouvez voir le long de tout flanc de poisson, quel qu'il soit, qu'on appelle la ligne latérale, ben oui, parce que c'est sur le côté, et que si vous la regardez de près, vous verrez qu'elle est constituée d'une multitude de petits trous, qui sont en fait autant de petits capteurs de vitesse de l'eau, un peu sur le même principe que les sondes pitot des avions. Donc ça capte la vitesse de l'eau, chacun de ces petits trous. En fait, le son, je vous ai dit, c'est une vibration de la matière, donc c'est lié à une différence de pression et de vitesse dans l'eau. Donc, avec ces petits capteurs, le poisson arrive à sentir les vibrations sonores. Ça lui sert à la fois à sentir sa propre vitesse quand il nage, mais aussi à sentir le son aux basses fréquences, pour les sons suffisamment graves, les vibrations suffisamment lentes. Pour des hautes fréquences, pour des sons plus aigus, il va y avoir un deuxième organe, que là on ne voit pas parce qu'il est à l'intérieur de la tête du poisson. À l'intérieur de la tête de tous les poissons, vous avez des petites pierres, vraiment des vraies pierres calcifiées, très dures, qui se trouvent dans le crâne et qui vont vibrer au passage d'une onde sonore. Le corps du poisson, que ce soit les arêtes, les muscles, la peau, etc., c'est principalement constitué d'eau. Et donc quand une onde sonore arrive, elle traverse comme ça le corps du poisson, comme si elle était dans l'eau, sans vraiment se réfléchir. Par contre, quand elle arrive sur cette pierre, qui est beaucoup plus dure et qui n'a donc pas du tout la même densité, là, il y a une réflexion sonore, ça ricoche dessus et ça fait vibrer la pierre. Et c'est comme ça que le poisson arrive à entendre les sons suffisamment aigus. Donc c'est son deuxième type d'oreille, on appelle ça des otolithes. Et si un jour vous mangez du poisson, vous avez une tête de poisson, vous pouvez l'ouvrir et essayer de chercher, vous trouverez les petites pierres dont la taille varie beaucoup selon les poissons et ça ne dépend pas de la taille du poisson. Un thon de 200 kg, les otolithes vont faire la taille d'un grain de riz,
Tandis qu'un cabillaud de cette taille-là, les otolithes seront grosses quasiment comme une phalange de notre doigt. Donc ça dépend vraiment de l'espèce du poisson plus que de sa taille. Le cabillaud, qui est donc un poisson que vous avez sans doute beaucoup rencontré dans vos assiettes, mais qui en fait a quasiment disparu à l'échelle mondiale. On en a encore en France parce qu'on est un pays riche et qu'on a récupéré les dernières pêcheries de cabillaud. On récupère les derniers stocks qu'on achète comme ça, qui sont pêchés en Islande ou en Norvège, qui sont ceux-là assez bien gérés, donc ils sont plus très menacés dans ces régions-là. Mais globalement, à l'échelle du globe, la grosse population de cabillaud qui était plutôt côté Amérique, côté Atlantique Nord-Ouest, vers Terre-Neuve, le Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon, cette population-là qui nourrissait l'humanité tout entière, c'était plusieurs centaines de milliers de tonnes, voire millions de tonnes par an. Elle a complètement disparu en quelques années en fait, de surpêche. Pendant 500 ans, on a pêché le cabillaud avec du fil et un hameçon. Et on en prenait des millions de tonnes par an sans que ça pose un problème, parce qu'on prenait que les gros individus, on pouvait relâcher les plus petits, mais surtout parce qu'on n'en prenait pas trop. On était en dessous d'un certain seuil. Et dans les années 80, la fin des années 80, on s'est mis à utiliser des chaluts à moteur, et en même pas 10 ans, on a décimé la population, et ça n'est jamais revenu. Donc c'est un exemple, d'une part, à quel point l'océan peut être abondant, parce que si vous allez dans quasiment n'importe quel pays autour de l'Atlantique, vous trouverez des spécialités à base de cabillaud dans la cuisine traditionnelle, preuve que ça a nourri toute une population. Au Brésil, vous avez des recettes à base de cabillaud, vous avez de la morue à l'auvergnate, vous avez le thieboudienne sénégalais qui contient du cabillaud à la base, des acras de morue aux Caraïbes, tous ces pays-là, il n'y a jamais eu de cabillaud, mais on en exportait dans toutes ces régions, tellement c'était abondant. Aujourd'hui, c'est plus fait avec du cabillaud, rien de tout ça. Les acras de morue, c'est plus de la morue du tout. Mais c'est vous dire que voilà, ça nourrissait le monde. Et si on l'avait respecté, cette ressource, si on n'était pas allé au-delà de ce qu'elle pouvait nous offrir, on en serait encore là aujourd'hui. Mais elle s'est effondrée et aujourd'hui, ça a totalement disparu. Alors un autre prédateur du cabillaud, moins dangereux que l'humain, mais prédateur quand même. C'est plus pour vous montrer la différence entre le son des animaux sous l'eau et hors de l'eau, ça. Il y en a qui ont une idée? Je l'ai entendu, c'est les phoques. C'est les phoques sous l'eau. Hors de l'eau, ça ne fait pas du tout le même bruit. Donc c'est intéressant de voir comment un animal amphibie comme ça peut avoir des sons très différents. Alors le phoque, c'est intéressant. Je vous ai dit un exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec la nature, avec le cabillaud. Quand on dépasse un certain seuil et que l'espèce s'effondre, chez les phoques, heureusement, on a été en dessous de ce seuil. On a amené nos phoques de France presque au bord de l'extinction. Ils ont été vraiment massacrés, que ce soit en baie de Somme, en Bretagne, sur tout le littoral. Mais il en restait quand même juste ce qu'il fallait suffisamment dans le nord de l'Europe pour que l'espèce ait pu recoloniser notre littoral. Et aujourd'hui, on a des populations de phoques extrêmement nombreuses sur nos côtes françaises, que ce soit le littoral du Pas-de-Calais, de Normandie, de Bretagne, même ça descend jusqu'à la Vendée. Et on a deux espèces de phoques, le veau marin qui s'appelle comme ça parce qu'il avait goût de veau, c'est dire si c'était une ressource alimentaire au départ. Donc le veau marin et puis le phoque gris qui est beaucoup plus gros et qui vit plutôt vers la Bretagne. Donc un exemple à l'inverse de comment on peut respecter l'océan et de sa résilience quand on le respecte. Écoutons maintenant un animal hors de l'eau pour une fois. Pour l'instant, on n'a écouté que des sons dans l'eau. Là, on va en écouter un hors de l'eau, mais qui est assez intéressant aussi parce que c'est vraiment une créature caractéristique de la vie au grand large. Alors, même si vous ne le reconnaissez pas, je vous demande de bien l'écouter parce qu'ensuite, quand vous le réentendrez dans votre vie, vous le reconnaîtrez. Donc imprégnez-vous de ce magnifique son. C'est pas très mélodieux. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors c'est un oiseau, oui, mais lequel? Un pingouin, non. Cormoran, non plus. Alors mouette, non. Il y a quand même un peu de différence avec la mouette. Si vous l'écoutez bien, ça fait aou, aou, aou. Une mouette, ça fait pas vraiment ça. Pas tout à fait. Donc c'est un animal, alors peut-être que vous ne le connaissez pas. Il y en a peut-être ici qui le connaissent. C'est un oiseau qu'on appelle les puffins.
Alors le puffin, il y en a plein d'espèces dans le monde, hein, mais elles se ressemblent toutes à peu près. Parfois même, elles sont très difficiles à discerner les unes des autres. Et surtout, elles vivent dans le monde entier. Donc, c'est extrêmement répandu partout dans le monde. Et vous allez comprendre pourquoi dans peu de temps. C'est un animal qui vit la plupart de l'année au large. Au grand large, en planant, en volant comme ça, au milieu de la mer. Ils ont un destin très romantique, ces oiseaux-là, parce qu'ils sont en couple pour la vie, avec le même ou la même partenaire, mais ils ne se retrouvent qu'une fois par an pour élever un petit, toujours dans le même nid, au même endroit, en général sur une île assez reculée, où toute la colonie, toute l'espèce niche dans une même colonie. Ils se retrouvent dans le même nid, ils élèvent un petit, ça les épuise, et après ils repartent chacun de son côté, vivre en solitaire, comme ça toute l'année. Et c'est des oiseaux extrêmement fidèles, hein. Certains qu'on a marqués passent des décennies comme ça à revenir avec le même ou la même partenaire. Je dis le même ou la même partenaire, et en fait, il y a même des couples de même sexe chez ces oiseaux. Il y a des couples de femelles. Alors là, il ne faut pas qu'elles soient trop fidèles, parce que sinon, ça ne fait pas de petits. Mais comme elles ne sont pas trop fidèles, en général, il y a quand même un mâle à un moment qui passe, et elles arrivent à élever des petits aussi en couple de femelles chez ce genre d'oiseaux. Alors, comment ils font pour passer l'année en mer sans jamais se poser? Déjà, c'est des oiseaux qui ont des pattes extrêmement courtes et des ailes extrêmement longues, donc ils vont plutôt passer leur temps à planer qu'à essayer de marcher ou nager. Et pour ça, ils vont utiliser le vent. En fait, c'est des oiseaux qui vont utiliser l'énergie du vent pour arriver à voler. Ils ne vont pas battre des ailes, ça serait trop fatigant. On ne peut pas passer une année entière à battre des ailes sans se poser, c'est épuisant. Par contre, à planer en bloquant ses ailes comme un planeur et à utiliser le vent, ça on peut. Et donc ils vont naviguer comme ça en utilisant les gradients de vitesse de vent, les différences de vitesse de vent entre la crête des vagues et le creux des vagues, et ça leur permet de pomper comme ça l'énergie du vent pour arriver à se maintenir en mouvement en permanence. Autre adaptation fabuleuse, le bec de ces oiseaux, vous remarquerez qu'il y a toujours des narines tubulaires, donc c'est des narines un peu en forme de tuyaux, qui en fait leur servent non seulement de narines très sensibles pour trouver des proies, ils peuvent sentir une odeur au-delà de la ligne d'horizon, mais aussi et surtout de désalinisateurs d'eau de mer. C'est-à-dire que l'oiseau va boire l'eau de mer à même l'océan et va éternuer pour expulser le sel par ces glandes qu'il a dans les narines qui lui servent à retirer le sel de l'eau de mer. Donc comme ça, ils peuvent boire de l'eau de mer, ils sont tranquilles. Et puis au niveau nourriture, ils ne vont pas directement digérer ce qu'ils mangent, ils vont le transformer en une huile, un peu comme du diesel, une sorte d'essence de poisson, en quelque sorte, qui énergétiquement contient plus de calories que le diesel, et qui va leur permettre comme ça d'avoir une réserve d'énergie en eux, notamment pour nourrir leurs petits quand ils sont dans la phase où ils élèvent le petit, mais aussi pour se nourrir eux-mêmes. Et enfin, pour en cas d'urgence où un prédateur les attaquerait, pour lui vomir ça à la gueule. Et comme ça sent extrêmement mauvais, en général, ils arrivent à s'échapper grâce à ce stratagème. Alors pourquoi je vous parle de ces puffins c'est aussi parce qu'ils partagent exactement le même mode de vie, parce que c'est quasiment le même oiseau, avec une autre espèce qui est un peu plus connue, l'albatros. C'est exactement la même chose, c'est juste la taille au-dessus. Les albatros ont exactement ce même mode de vie, où ils sont en couple pour la vie, ils nichent dans des tout petits terriers, des nids très localisés, où ils reviennent chaque année pendant des décennies et des décennies. Il y a eu une femelle albatros qui a été marquée dans les années 50, ça fait 74 ans qu'elle revient élever un petit chaque année au même endroit, avec le même partenaire. Enfin, il y en a un qui est mort à un moment, donc elle a changé, mais elle est toujours fidèle à chaque fois. Et en fait, c'est une sur laquelle on a fait l'expérience, mais c'est pareil pour tous les albatros. C'est juste que les albatros, vous en verrez pas au Havre, parce que ni où que ce soit en fait dans nos régions, parce qu'ils sont en général localisés dans l'hémisphère sud. Pour la bonne raison qu'ils nichent dans l'hémisphère sud, donc ils naissent là-bas et qu'ils ne peuvent pas traverser l'équateur. Ils peuvent voyager énormément, mais il y a deux choses qu'ils ne peuvent pas traverser, c'est la terre, parce qu'ils n'ont plus de vagues. Or, c'est les vagues qui leur apportent leur énergie avec le vent. Et l'équateur, pour la même raison, parce qu'au niveau de l'équateur, il n'y a plus de vagues parce qu'il n'y a plus de vent. C'est le fameux poteau noir que redoutent les navigateurs. Un albatros, il ne peut pas traverser l'équateur parce que s'il n'a pas de vent, il ne peut pas voler. Et s'il ne peut pas voler, il se pose. Et si par malheur, il est obligé de s'envoler, il va mettre plusieurs kilomètres à battre des ailes pour essayer d'arriver à s'envoler. C'est vraiment très difficile pour eux. Donc, ils doivent rester en vol en permanence. Et c'est pour ça que des albatros, vous n'en avez que dans l'hémisphère sud, à l'exception du Pacifique Nord,
autour du Japon, où il y a une espèce qui niche au Japon, mais qui est donc coincée dans le Pacifique Nord, parce que vous ne pouvez pas passer du Pacifique Nord à un autre océan sans passer soit par la Terre, soit par l'équateur. Il y a plein d'espèces d'albatros, c'est des oiseaux très, très impressionnants aussi, et les albatros, comme les puffins, ils vont s'allier dans leur mode de vie, donc oiseau qui ne peut jamais s'arrêter de voler, hein, même quand ils dorment, ils volent, ils dorment en volant. Ils vont donc trouver l'allié idéal dans leur mode de vie, à savoir un poisson qui ne peut jamais s'arrêter de nager. Et celui-là, vous le connaissez bien, hein, c'est le thon. Il y a plusieurs autres espèces de grands poissons pélagiques comme ça qui ne peuvent jamais s'arrêter de nager. Les espadons, les marlins, les coryphènes ou encore certains requins, comme les requins mako ou les grands requins blancs. Ils ne peuvent pas s'arrêter de nager. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les muscles qui permettent de s'oxygéner autrement. Si je vous demande d'imiter un poisson, vous allez faire... Et là, vous imiterez toutes sortes de poissons, mais pas le thon. Le thon, il ne peut pas faire. En fait, il n'a pas de muscles au niveau de ses branchies, de ses ouïes, de ses opercules pour pouvoir se ventiler comme ça. Donc, pour respirer, il fait comment ? Il ouvre la bouche et il nage droit devant lui le plus vite possible. S'il ne fait pas ça, il coule et il se noie, ce qui est quand même un peu la honte quand on est un poisson. Du coup, il est obligé de nager en permanence. Et il est totalement adapté à ça, c'est une merveille de l'évolution. Un thon, hein, si vous regardez, c'est que du muscle. Hein. Si vous prenez une tranche de thon, vous allez voir que c'est que du muscle, avec juste un tout petit tuyau pour le système digestif. Tous ces muscles, vous avez peut-être déjà vu une tranche de thon, ou même un petit morceau de thon en boîte, vous avez vu, il y a des anneaux un peu, ça fait des cercles concentriques. En fait, c'est que tous ces muscles, c'est des faisceaux qui sont tous reliés au moyen de tendons à cet endroit-là précis, le pédoncule caudal, pour que toute la force développée par l'animal soit transmise exactement à cet endroit-là, et que donc il puisse battre de la queue avec une force absolument incroyable, à tel point qu'un thon, même de cette taille-là, vous l'attrapez par la queue, il vous casse le poignet. C'est comme de tenir un marteau-piqueur par le mauvais bout. Ça a une puissance absolument incroyable. Et en fait, il nage pas, le thon, il vole. C'est-à-dire qu'au niveau des lois physiques qui sont impliquées dans sa nage, ça n'est pas basé sur de la traînée. Donc un poisson qui nage normalement, vous et moi qui nageons, hein, c'est la force de traîner, donc c'est la force quand on rame, quoi. On pousse de l'eau et on se propulse grâce à ça. Le thon, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, il génère une vitesse tellement importante que ça fait une aspiration qui permet de propulser l'animal. C'est le principe de la portance, et c'est le même principe que les ailes d'avion. Un avion, il rame pas dans l'air. Heureusement, ça serait pas confortable, mais il va tellement vite que l'air qui passe au-dessus de l'aile l'aspire vers le haut et ça le fait avancer. Le thon, c'est pareil, mais au niveau de sa queue, qui est profilée d'ailleurs comme une aile d'avion. Alors, c'est un animal extrêmement adapté à plein de merveilles du grand large, le thon, donc on peut s'y attarder un petit peu. Une question, tiens, sur le thon, qui a été longtemps un mystère scientifique. À votre avis, combien ça a d'yeux, un thon ? Alors là, il y a direct des gens ambitieux, 4 directement. 2, il y a des gens plus réalistes, 10, ok. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on ait entendu la bonne réponse. Alors, la réponse intuitive serait de dire 2, parce qu'on voit bien sur la photo qu'il y en a un d'un côté, on imagine qu'il y en a un de l'autre côté. Ça n'est pas la première réponse historiquement qui a été apportée. Le premier à réfléchir à ça, c'était Aristote, et il pensait que le thon n'avait qu'un œil, que l'autre œil ne voyait rien. Et pourquoi ça ? Parce qu'il avait remarqué que les thons migraient toujours dans le même sens en Méditerranée, et il se disait c'est parce qu'ils doivent avoir qu'un seul œil qui voit clair, et donc ils gardent la côte du côté où ils y voient pour pouvoir se repérer. C'était la première explication sur la migration des thons, qui est encore très mystérieuse aujourd'hui, mais cette explication-là a été depuis totalement réfutée. L'idée cependant qu'il aurait 2 yeux n'est pas vraie non plus, il en a un troisième. Alors où est le troisième ? Si vous regardez en fait le haut de la tête d'un thon à la lumière, vous vous rendrez compte qu'il est translucide et que la lumière peut y passer. Et si vous regardez ensuite à l'intérieur le crâne du thon, en fait il est fendu. Il y a une fente à l'intérieur par laquelle la lumière passe. Et le thon il est fêlé littéralement et la lumière passe jusqu'à son cerveau. Et en fait à l'intérieur il y a la glande pinéale qui va analyser la lumière et qui joue un rôle comme ça de troisième œil. Et qui va lui servir, alors on ne sait pas bien exactement, on n'est pas sûr, c'est plutôt des hypothèses, mais qui sont très étayées, parce qu'il y a eu énormément d'expériences là-dessus, mais on pense que ça lui sert
à la navigation, à se repérer en fait pour faire le point. Vous savez, les anciens navigateurs, quand ils n'avaient pas de GPS, ils faisaient quoi? Ils attendaient le lever et le coucher du soleil et ils prenaient l'angle que ça avait par rapport à l'horizon et en faisant des calculs comme ça, ils arrivaient à savoir la longitude, la latitude où ils étaient sur le globe terrestre. Avant ça, les Vikings, ils avaient même une astuce très efficace en utilisant une pierre. Vous avez peut-être vu dans la série Vikings, c'est le secret un peu des Vikings, souvent même dans plusieurs films, il y a ça. Ils utilisent une sorte de quartz qui polarise la lumière et qui leur permet comme ça de mesurer l'angle du soleil. Eh bien, il se trouve que la fenêtre sur la tête du thon rouge comme ça, elle a les mêmes propriétés que le quartz des Vikings, du thon rouge comme des autres thons d'ailleurs. Elle a les mêmes propriétés que ce quartz des Vikings. Et en marquant des thons, on s'est aperçu que exactement au moment du tout premier rayon du soleil et du tout dernier rayon du soleil le soir, le thon montait en surface très brièvement, quelques instants, puis replongeait dans les profondeurs jusqu'à un endroit où il fait totalement noir. Et il faisait ça tous les jours. Tous les jours, les thons font ça, au premier, au dernier rayon du soleil. Donc on pense que c'est pour faire le point, qui va monter en surface, capter l'information lumineuse, redescendre à un endroit où il fait noir pour faire le calcul et recalibrer ça par rapport à une référence, et il refait ça le soir. Et que c'est comme ça que ces animaux arrivent à faire le point sur le globe terrestre, ce qui est très important pour eux, parce qu'un thon, comme je vous ai dit, ça ne peut pas s'arrêter de nager. Donc ça parcourt 200 km par jour, hein. Ça traverse l'Atlantique en moins de 2 mois, mais du coup, ça a la bougeotte et ça a besoin de toujours savoir où ça se trouve sur le globe terrestre, parce que après, il va falloir retourner à un endroit précis pour se reproduire, pour se nourrir, etc. Donc ça serait comme ça qu'il se repérerait. Alors ce troisième œil, en fait, il est très primitif chez les vertébrés. Il nous vient d'un ancêtre commun à nous et aux thons. À l'époque où on était des poissons très primitifs, les tout premiers poissons, ils avaient tous 3 yeux. Et ensuite, ça a évolué, voilà, et le troisième œil a un peu disparu. Chez le thon, il a complètement disparu chez nous. Hein, la boîte crânienne l'a totalement recouvert. La glande qui analysait les informations de ce troisième œil, la glande pinéale, elle est encore là dans notre cerveau. Et c'est marrant parce que son rôle est encore lié à la lumière, c'est-à-dire qu'elle s'est reliée finalement à notre nerf optique au cours de l'évolution. Et c'est elle qui nous donne de l'énergie quand les journées rallongent au printemps, ou qui nous fait un peu nous sentir fatigués quand les jours raccourcissent à l'automne, comme en ce moment. C'est cette glande qui analyse ça aujourd'hui chez nous. Mais chez d'autres animaux plus proches des poissons primitifs, comme la lamproie, le troisième œil, on le voit très bien. Il a même toute une petite structure d'œil avec un cristallin. Il distingue les couleurs. Il arrive vraiment à voir des choses. Et chez les lamproies, on pense qu'il leur sert à notamment évaluer la profondeur en distinguant les couleurs. C'est-à-dire plus il fait bleu, plus on est profond. Et il mesure ça avec le troisième œil. On le voit très bien aussi chez certains reptiles comme les iguanes marins ou les tortulutes. On a toujours l'impression que les tortulutes se sont pris un coup de soleil sur le front. Elles ont le front un peu râpé. En fait, non, c'est naturel. C'est pour permettre à la lumière d'arriver à leur œil pinéal qui leur sert aussi, ça a été démontré, à l'orientation et la navigation, comme pour le thon. Donc, naviguer dans le grand large, quand on est un grand animal comme un thon, c'est déjà un défi parce qu'on doit se repérer, savoir où on est. Mais au moins, on peut se déplacer et avancer à peu près où on veut. Mais quand on est un tout petit animal, c'est beaucoup plus compliqué. Or, qu'on soit un thon, une sardine, un hareng, un maquereau, ce que vous voudrez comme poisson, à la naissance, on est toujours un tout petit animal. Les œufs de poisson, en général, font jamais plus qu'1 millimètre de diamètre. Donc à la naissance, le petit poisson fait toujours la taille d'un grain de couscous. Il est généralement abandonné en pleine eau et il va devoir naviguer et se repérer. Donc ça aussi, c'est un phénomène assez intéressant, assez fabuleux. Hein, comment les jeunes poissons arrivent à naviguer, à se repérer. Pour arriver à nager quand on est tout petit, en plus, c'est une loi de la physique qu'on ne nous enseigne pas à l'école et qui est assez étonnante, mais vous savez que l'eau ne se comporte pas du tout de la même manière selon la taille de ce qu'on met à l'intérieur. Si vous êtes un grand animal comme vous et moi, hein, vous nagez dans l'eau, vous pouvez prendre de l'élan, vous pouvez pousser l'eau, avancer comme ça en prenant de l'élan, action, réaction, etc. Si vous êtes un tout petit animal, ça se passera pas du tout comme ça, parce que l'eau, à votre échelle, ne se déplacera pas en bloc,
mais vous sentirez les chocs de chacune des molécules, comme un enfant dans une piscine à boules. Et donc, vous serez freiné. Vous imaginez un enfant qui essaie de nager dans une piscine à boules, il ne peut pas faire du crawl. Il doit trouver un autre moyen. Et en fait, pour un petit poisson, l'eau, elle est aussi visqueuse que le serait pour nous du miel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que les larves de poisson ne ressemblent pas du tout aux adultes. Vous voyez là une larve de poisson qui avait été trouvée par Le Sueur et qu'il a donc baptisé poisson inconnu parce qu'il ne savait pas ce que c'était, un truc comme ça qui ressemble autant à rien. Et en fait, c'était la larve de l'immense poisson-lune. Un poisson qui, à l'état adulte, est extrêmement hydrodynamique, fuselé et qui va aller très très vite, presque 100 km/h dans l'eau. La larve n'a absolument rien à voir. Et c'est le cas pour tous les poissons. Encore aujourd'hui, c'est très difficile de relier les larves de poissons aux adultes, aux poissons adultes, d'arriver à identifier comme ça le lien entre les deux à cause de ces différences comme ça d'hydrodynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que même les poissons benthiques, les poissons qui vivent liés à une structure de fond marin, qui ont un territoire, qui ne sont pas comme le thon à errer dans les immensités océaniques, mais qui sont vraiment fixés à un même endroit, leurs larves, en général, c'est des voyageuses qu'ils abandonnent en pleine eau et qui vont faire d'immenses voyages pour retrouver un endroit où vivre. Donc tous ces poissons magnifiques de récifs coralliens, là, la moyenne de territoire d'un poisson, toutes espèces confondues, la moyenne de territoire dans lequel un poisson va passer sa vie, c'est 1 mètre carré. Mais c'est pour la vie d'adulte. La moyenne pour les larves du voyage qu'ils vont parcourir, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Donc à l'état de larve, le poisson en général est un très grand voyageur, et une fois qu'il s'est trouvé un endroit où s'installer, ça peut être un récif corallien, ça peut être une forêt de kelp, ça peut être selon l'espèce, un fond, une prairie de Posidonie méditerranéenne. Là, il va avoir un minuscule territoire. Mais à l'état de larve, c'est des grands voyageurs qui parcourent tous les océans. Alors, on peut en écouter deux autres pour la route, des poissons. Pour les reconnaître, si vous les réentendez peut-être dans un fond marin. Là, ce bruit-là, qui peut rappeler un peu une volaille en quelque sorte, c'est un animal qu'on appelle la galinette, comme dans le sketch des Inconnus. Sauf que la vraie galinette, c'est un poisson, c'est pas un oiseau. Le nom vient de l'oiseau, c'est-à-dire que galus, c'est la racine qui évoque le poulet, le coq, parce que c'est un animal qui ressemble un peu à un poulet. Mais c'est un poisson qu'on appelle aussi le grondin, parce qu'il gronde. Et ce qui est amusant avec ce poisson-là, c'est que vous le verrez dans plein de fontaines publiques, de musées, de sculptures, de frontons de bâtiments, parce que comme c'est un poisson qui résiste assez bien à la putréfaction, enfin, à l'époque on n'avait pas la chaîne du froid, on pouvait le faire un peu sécher, il gardait à peu près la même tête, et donc les artistes récupéraient ça comme modèle pendant très longtemps, à part des dessins qui étaient très rares et difficiles à se procurer. Pour avoir l'image du monde marin, c'était très difficile. L'aquarium n'a été inventé qu'en 1840 par une femme, une Française. Mais avant ça, on ne savait pas à quoi ressemblaient les animaux marins. Donc ce grondin, heureusement, on pouvait bien le sécher. Donc c'était un peu l'archétype du monstre marin. Dont on pouvait se servir pour faire des sculptures. Donc vous en trouverez un peu partout dans le mobilier urbain et les musées, l'art, etc. Des grondins. Alors on n'entend pas leur bruit, mais on voit leur allure. Autre exemple de son assez original du monde marin. Il n'y a pas que les poissons, c'est pour vous dire, il y a aussi les crustacés. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est la langouste, qui est le seul animal marin à produire du son sur le principe des cordes frottées, donc le même principe que les cordes de violon. C'est aussi un phénomène physique assez compliqué, on ne va pas en parler en détail cette fois-ci, mais c'est intéressant parce que aucun autre animal connu, à part l'être humain, n'arrive à faire du son sur ce principe. Bon, tout ça pour vous dire que le monde marin, il est plein d'histoires et plein de belles choses à entendre. Tous ces sons, ils jouent un rôle assez important. Si vous mettez la tête sous l'eau, vous les entendrez. Tout ce qu'on a écouté là, ce sont des sons qu'on pourrait entendre en mettant simplement la tête sous l'eau. Ils n'ont pas été trafiqués, modifiés, quoi que ce soit. C'est enregistré avec un micro qui est le même que celui de votre téléphone, sauf qu'il est waterproof, c'est tout. D'ailleurs, le premier son que vous entendrez en mettant la tête sous l'eau, vous l'entendez très facilement. C'est les petits crustacés et les oursins qui grignotent la roche. Ça, un pétillement comme ça qu'on entend dès qu'on met la tête sous l'eau le long d'une côte rocheuse et qui est dû à l'activité de certains animaux, des petits invertébrés.
Mais après, si on continue et qu'on ajoute les sons de toutes les espèces qu'on pourrait entendre dans le monde marin, dans certains écosystèmes, hein, on comprend que ça peut faire énormément de bruit. Ça peut être une cacophonie en fait. Et cette cacophonie, elle permet aux petites larves dont on parlait tout à l'heure, lorsqu'elles sont isolées à éclore au milieu de l'océan, elle leur permet de retrouver l'endroit où s'implanter, leur récif corallien, l'endroit où elles vont vivre. Donc ce son, il a vraiment un rôle important dans le fonctionnement de l'écosystème marin, tout simplement. Il a un rôle important et on commence tout juste à comprendre évidemment ce domaine et à comprendre aussi qu'on a un impact dessus, hein. Notamment le bruit de cet animal-là qui s'appelle le moteur de bateau. Voilà. Donc le moteur de bateau, si c'est un gros bateau, si c'est par exemple un tanker, là, un gros porte-container, ça fait le même bruit sous l'eau qu'un avion au décollage dans l'air. Sauf que, contrairement à l'avion, le bateau, on l'entend à 120 km de distance. Vous imaginez si on entendait tous les avions qui décollent à 120 km à la ronde. Il n'y aurait aucun endroit en France qui serait vivable. Imaginez ce que ça peut faire dans l'océan. On commence tout juste à se rendre compte de cet impact. Et il est sans doute assez important dans plein de domaines, donc c'est important d'en prendre conscience, même si c'est sans doute beaucoup moins important que l'impact en numéro 1 du réchauffement climatique et en numéro 2 de la surpêche, qui sont les plus importants problèmes que rencontre l'océan aujourd'hui. Le réchauffement climatique, c'est le défi du siècle, si ce n'est du millénaire, d'arriver à changer nos modes de vie pour le résoudre. La surpêche, en revanche, c'est à peu près le truc le plus simple au monde à résoudre. Il suffit de manger moins de poissons ou du moins de les manger différemment, de choisir d'autres espèces et on arriverait à résoudre totalement ce problème et à sauver les populations de poissons. Donc voilà, je voulais quand même prendre un petit instant pour vous en parler rapidement, hein. En gros, on mange 35 kg de poissons par an et par habitant, 75% sont importés. Alors que le poisson qu'on pêche en France, on en exporte 75% aussi. Donc déjà, on marche sur la tête. Il faudrait être à 8 kg pour sauver la ressource. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de devenir vegan. Mais il faut juste couper en grande partie notre consommation de poisson. Le vrai problème, c'est aussi qu'on mange toujours les mêmes espèces. Le thon en boîte, le saumon d'élevage, le cabillaud, le surimi. Donc, faut repenser nos consommations à ce niveau-là et ce que je vous conseille, c'est simplement Internet est votre ami. Il y a plein d'applis qui vous diront quels poissons sont durables ou pas au moment de choisir. En un clic, vous pouvez savoir et trouver les alternatives si besoin. Pour en conseiller une, il y en a une qui s'appelle Éthique Océan, qui est très bien, mais en fait, elles sont toutes plutôt pas mal. Et un circuit court de la mer qui s'appelle Poiscaille, c'est facile à retenir, je ne peux que vous le recommander parce que c'est du poisson pêché uniquement à la ligne avec des méthodes artisanales qui ne provoquent pas de dégâts sur les milieux, qui sont sélectifs, qui permettent d'attraper le poisson qu'on veut attraper, qui peuvent vous permettre de découvrir des nouvelles espèces aussi, parce qu'on mange toujours les mêmes poissons, alors qu'il y en a d'autres qui sont très bons et que les pêcheurs n'arrivent pas à vendre, donc qui finissent jetés, alors qu'en les mangeant, on pourrait permettre aux pêcheurs de vivre en ayant à attraper moins de poissons. Donc voilà, j'ai pas du tout d'intérêt ou d'action chez eux, hein, mais c'est, je pense, une très bonne chose de soutenir cette petite pêche artisanale si vous mangez du poisson, ou sinon de manger moins de poissons, bien évidemment, mais c'est une bonne approche et c'est important pour l'océan, donc je voulais quand même en dire un petit mot. J'espère que ce petit voyage sous-marin vous a plu, et maintenant on va pouvoir échanger un petit peu si vous avez des questions. Voilà. Merci. Avec plaisir. Venez donc vous asseoir, que nous discutions un peu. Alors, pour ceux qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous manifester et à lever la main pour qu'on vous apporte un micro. La première question, alors c'est passionnant, c'est fascinant, tous ces animaux sont plus surprenants les uns que les autres, et même ceux que l'on croit connaître, finalement on se rend compte qu'on ne les connaît pas si bien que ça en vous écoutant. Qu'est-ce qui reste à découvrir sur ces océans? Est-ce que aujourd'hui, alors que vous nous avez dit ils sont malmenés avec la surpêche, avec aussi on racle le fond des océans, on est en train de détruire des écosystèmes,
qu'on connaît, dans quelle mesure on les connaît finalement? Combien d'espèces on risque encore de découvrir, on a des chances de découvrir dans ces milieux? On a des chances d'en découvrir plusieurs millions, parce que ça a été vraiment calculé. On estime qu'on connaît moins de 10% des espèces marines actuellement. Donc tout reste à découvrir, vraiment, et même des grosses choses. On pourrait se dire, ok, mais ça va être des petites crevettes minuscules ou des bactéries qu'on va découvrir, mais non. Typiquement, le requin grande gueule, donc un requin de plus de 7 mètres de long avec une bouche phosphorescente, qui a une allure vraiment d'animal de science-fiction, il a été trouvé dans fin des années 70. Donc sûrement que dans les prochaines décennies, on va découvrir encore des espèces extraordinaires comme ça. Des espèces même de raies ou de requins, donc des grands animaux, ils s'en découvrent quasiment chaque année, encore aujourd'hui. Comment expliquer que ces gros poissons, ou peut-être autre chose que des poissons, nous aient échappé jusqu'à présent? L'océan, c'est très grand, c'est très peu étudié. On ne dirait pas, mais c'est des zones où quasiment aucun humain ne va jamais dans certains secteurs. Donc, il reste vraiment de l'inexploré, des découvertes. Et alors, à la fois donc, des espèces qu'on n'a carrément jamais vues, mais aussi sur les espèces qu'on connaît, des phénomènes qu'on ne connaît pas. On s'aperçoit régulièrement que tel ou tel animal fait des choses absolument incroyables qu'on n'avait pas soupçonnées auparavant. Donc, qui pourraient d'ailleurs être des sources souvent d'inspiration pour des technologies, des découvertes, etc. Et puis, dans le fonctionnement global aussi de l'océan, il y a plein de choses qu'on n'a pas compris. Sans doute que la vie est apparue là, et on n'a pas encore les clés, mais les clés se trouvent dans l'océan. Donc, raison de plus pour en prendre soin. Raison de plus absolue pour en prendre soin et pour appliquer un principe de précaution le plus rigoureux possible. Typiquement, il y a des projets d'établir des mines en grande profondeur pour récupérer des minerais qui seraient absolument catastrophiques parce que ça détruirait les écosystèmes de sources hydrothermales qui sont probablement le lieu d'apparition de la vie. Donc c'est le genre de choses qui pourraient purement et simplement nous priver de la possibilité de comprendre l'apparition de la vie pour faire des batteries de téléphone moins chères, quoi. En deux mots, les sources hydrothermales, de quoi il s'agit? Alors c'est des sources, mais sous l'eau. Mais des sources chaudes, comme des geysers, mais sous la mer. Comme souvent les geysers, ça charrie plein de produits chimiques, pas seulement de l'eau. Et il y a des écosystèmes très particuliers qui se sont développés là-bas, basés sur une chimie très particulière de l'eau. C'est-à-dire que là, la vie ne repose pas forcément sur la photosynthèse, comme sur l'essentiel du globe. On a une chimiosynthèse. C'est ça qui est fabuleux. Dans ces sources hydrothermales, donc dans l'essentiel du globe, vous et moi, la savane africaine, la forêt amazonienne, les récifs coralliens, tout ça, la vie, elle vient de la lumière. L'énergie de la vie, c'est la lumière. Et ensuite, il y a des plantes qui vont faire de la photosynthèse pour utiliser cette énergie lumineuse et en faire de l'énergie chimique, des sucres, qui ensuite passent dans la chaîne alimentaire et qui alimentent la chaîne alimentaire. Mais l'énergie, elle vient de la lumière. Dans les abysses, il n'y a pas de lumière. Donc, comment trouver de l'énergie? La plupart des plaines abyssales, elles reposent sur tout ce qui meurt au-dessus et qui tombe, qu'on appelle la neige marine. Donc, sur de l'énergie qui vient de la lumière, mais d'au-dessus. Sauf dans les sources hydrothermales, où justement, la vie a développé une autre manière de produire de l'énergie grâce à la chimie. Et donc la chimiosynthèse, donc c'est des bactéries qui arrivent avec la chimie du soufre et de tous les minéraux assez toxiques d'ailleurs qu'il y a dans ces régions. Elles arrivent à produire de l'énergie, à produire des sucres, à synthétiser de la matière organique et à démarrer la chaîne alimentaire basée là-dessus. Donc c'est une vie parallèle en quelque sorte, c'est encore mieux qu'une vie extraterrestre. Ouais. C'est une vie qui obéit à d'autres règles. Et qui peut peut-être nous laisser envisager que sur des satellites lointains avec des océans dans les profondeurs, on pourrait avoir une forme de vie qui serait apparue. C'est des rêves tout à fait réalistes, oui. Ouais. Allez, quelques questions dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester. On vous apportera un micro. Alors, je vois des mains qui se lèvent, déjà au fond, et puis on reviendra un peu devant. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on voit qui pose la question? Bonjour, ça va? Oui. Alors, parle bien près du micro. Il marche? Oui, il marche. Il faut parler bien près du micro et on t'entend. Vous avez parlé tout à l'heure, ça fait bizarre de s'entendre, on n'avait pas découvert tous les poissons encore dans l'eau salée, mais est-ce qu'il y en a aussi dans l'eau douce, par exemple? Ah, est-ce qu'il reste aussi des formes de vie à découvrir dans l'eau douce? Très bonne question, et la réponse c'est encore plus en fait. Ça paraît contre-intuitif, mais typiquement si vous prenez les poissons, alors qu'il y a 20 000 fois plus de volume d'eau dans l'océan que dans l'eau douce. L'eau douce, c'est même pas un 20 millième de l'eau sur Terre. Ah oui. Et ben, il y a autant d'espèces de poissons dans l'eau douce que dans l'océan. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de rivières isolées les unes des autres, dans lesquelles à chaque fois il y a eu
plein d'évolutions différentes en fait. Alors que l'océan, on dit qu'il n'y a qu'un seul océan. Bon, du point de vue d'un poisson, il y en a plutôt deux. Si vous êtes un poisson de l'Indo-Pacifique, c'est difficile de passer dans l'Atlantique et réciproquement. Mais il y a deux grands océans, quoi. Alors que l'eau douce, il y a des milliers de rivières. Donc des espèces d'eau douce, il y en a encore plus. Et ça, ils s'en découvrent tous les jours. Et de poissons, mais aussi d'invertébrés, etc. L'eau douce, c'est encore plus de biodiversité en termes de densité d'espèces. Et cette biodiversité-là est aussi en danger? Elle est tout autant, sinon, oui, on peut même dire plus menacée, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que là, c'est moins la surpêche, par exemple, la surexploitation, ça va être plus la destruction des habitats. C'est surtout ça, c'est que les rivières, on peut les détruire. L'océan, on ne peut pas le détruire, mais on peut l'attaquer. Allez, on prend une autre question. On vous écoute. Celui qui a le micro se lève et on l'écoute. Salut, bonsoir, c'est Paul. Bonsoir. Bonsoir à tous. Allez, on t'écoute. Non, c'est bon, ok. Est-ce qu'il y a des animaux qui n'utilisent pas la photosynthèse, même si c'est pas dans les abysses, genre dans l'eau, mais pas, il y a quand même de la lumière? Je crois qu'il y a un autre exemple en eau douce, Non. mais je sais plus où. C'est dans des... Pas dans des grottes, mais il y a d'autres types de chimiosynthèse que dans les abysses. Ouais. Il y en a dans d'autres endroits, mais là, comme ça, je ne sais plus. C'est assez rare et localisé, mais oui, ça existe. Mais c'est pas beaucoup. Hein. Merci. Désolé, c'est pas une réponse très claire. Ben, ça donne envie d'en savoir plus. Voilà. Faut aller chercher, fouiner sur Internet pour essayer de trouver la réponse. Allez, qui a le micro? Personne a une petite question? N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse avoir de l'avance sur les questions. Oui. À tes souhaits. Allez, on vous écoute. Bonjour. 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 Je voulais savoir comment vous avez eu toutes ces informations. Ça, c'est une bonne question. Ah, c'est vrai que vous savez plein de choses. Eh ben oui, mais c'est en s'intéressant aux poissons depuis des années et des années, au monde marin, et en y travaillant, que ce soit pour des projets de recherche, pour des livres, pour des projets bénévoles. Après, voilà, hein, c'est comme tout. Quand ça fait partie de la vie, on apprend et on s'y intéresse. Mais ensuite aussi, souvent, quand c'est pour des projets de livres, j'essaye de chercher des histoires, de tirer le fil de certains mystères pour essayer de voir où ça peut mener et ce qu'il peut y avoir d'intéressant à raconter, parce que je pense que la science, c'est souvent bien de la voir comme des histoires, comme des choses à raconter. Depuis la nuit des temps, on interprète le monde par des histoires. Au début, c'était des mythes. Maintenant, c'est plus des théories scientifiques, mais ça reste des histoires. C'est le même format, c'est des choses qu'on raconte. Alors, on sent qu'il y a un goût pour, déjà, dans la façon de raconter comme une histoire, et puis vous êtes allé chercher les petites choses étonnantes, les petites choses surprenantes. Au-delà du fait que c'est très plaisant à écouter, il y a un intérêt derrière tout ça. C'est que peut-être que justement, on aura envie de le protéger, on aura envie de s'en approcher quand on le connaîtra mieux ce monde-là, et c'est pas inutile de nous donner envie de le connaître. Oui, j'espère que ça donne envie, que ça donne surtout envie d'aller le voir, en fait, parce que je suis un peu revenu de la sensibilisation. C'est bien, il en faut. C'est ce qu'en science on appelle une condition nécessaire mais non suffisante. C'est nécessaire mais ça ne suffit pas. Et typiquement, quand je donne des conférences comme ça, très souvent à la fin on fait un dîner avec les organisateurs. J'ai expliqué qu'il y a un certain nombre de poissons qu'il ne faut pas manger, puis au dîner tout le monde commande les mêmes poissons que d'habitude. Et je dis rien parce que je ne suis pas comme ça, je ne vais pas embêter des gens, mais je remarque et je comprends qu'en fait, simplement pour changer une habitude même anodine, comme d'acheter du cabillaud au lieu du maquereau, ce qui ne change rien à nos vies, qui n'est même pas un effort en fait, mais juste une habitude. Si on n'est pas intimement concerné, on ne le fait pas. Et moi le premier, je ne me sens pas spécialement concerné par certains types de pollution liées aux vêtements, et c'est vrai que quand j'achète des chaussettes, je ne fais pas forcément gaffe d'où elles viennent, parce que ça ne me touche pas. Et à l'inverse, le poisson, c'est toute ma vie, donc quand j'achète du poisson, je fais attention. Et en fait, du coup, je pense... Ce que j'espère faire en sensibilisant comme ça, c'est d'une part, montrer à tout le monde que c'est merveilleux pour sensibiliser, mais je sais que ça ne changera pas beaucoup les comportements. Mais j'espère surtout que peut-être ça déclenchera des vocations. Que peut-être que sur
100 personnes qui écoutent, il y en a une qui se dira bah tiens, je vais aller prendre un masque de plongée, qui va se passionner pour la plongée et qui finira protecteur ou protectrice des dauphins, des raies, des hippocampes, que sais-je. Et je pense qu'il vaut mieux un passionné que 10 000 personnes qui signent une pétition. Mais en tout cas, il faut des deux et j'essaye de faire les deux. Hein. Allez, encore une ou deux questions dans la salle. Je vois quelques mains qui se lèvent au premier rang et puis derrière aussi. Est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour. Bonjour. Ma question. Oui, on vous écoute. Bonjour, oui, je me lève. Ma question, c'est sur le bruit. Vous avez parlé de 120 km de bruit d'un bateau d'un porte-conteneur, par exemple. Donc la Manche, ça doit être un enfer pour les poissons. C'est ma première question. Et l'autre question, c'est sur l'exploitation des polymétalliques, des nodules polymétalliques. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du bruit ou des zones où ça pourrait éventuellement se faire? Alors, les nodules polymétalliques, c'est à ça qu'on faisait allusion tout à l'heure autour des sources hydrothermales. Parce que malheureusement, en plus, c'est des métaux, ça ressemble un peu à des pommes de terre, c'est des boules de métal en fait qui sont posées au fond de la mer comme ça. Et que certaines industries veulent ramasser parce que c'est des métaux assez rares et qui sont difficiles à se procurer à la surface de la Terre. Et en fait, la plupart, malheureusement, ils se trouvent près des sources hydrothermales. Donc, ça impliquerait de détruire ces milieux, totalement. Je pense que le bruit, ça sera le cadet des problèmes. Ça sera un problème sûrement aussi. Mais déjà, il s'agit en gros de racler l'équivalent d'une forêt tropicale avec un bulldozer géant qui va tout casser. Donc, après, une fois qu'on a tout cassé, si ça fait du bruit en plus, c'est pas très grave. Mais alors, par exemple, quand on dit dans certains lieux de passage comme la Manche, en termes de pollution sonore, est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça peut avoir? Là, il y a un impact qui est très important et qui malheureusement n'a pas encore assez été étudié, qui est parfois étudié pour certains projets précis de travaux. Aujourd'hui, quand on fait des nouveaux travaux comme des éoliennes, alors évidemment, voilà, quand on fait des éoliennes, c'est un peu écolo, donc on essaie de faire très attention à l'impact. Malheureusement, quand on fait une plateforme pétrolière, il n'y a aucune question qui se pose. Et effectivement, il y a un impact, c'est difficile de l'estimer. Un qu'on voit très bien, c'est les explosions sous-marines, que ce soit pour le pétrole ou pour les essais militaires, où là, ça peut carrément rendre sourds des animaux, et des animaux comme les dauphins qui se repèrent au son, les rendre sourds, c'est comme nous rendre aveugles, donc ils s'échouent. Ça cause des échouages massifs. Oui, donc ça peut vraiment avoir des conséquences. Ça peut être des impacts très importants. Les espèces, très importants. décimer des espèces. Allez, encore une question. Oui, monsieur? Bonjour. Oui. On vous écoute. Vous disiez que les chants des baleines pouvaient se propager jusqu'à 2000 km, mais est-ce que c'est intentionnel? Est-ce qu'elles communiquent vraiment avec des individus qui se trouvent à ces distances-là? Oui, si elles vont descendre à des grandes profondeurs pour aller faire ça, c'est justement intentionnel. Hein. C'est pour pouvoir communiquer avec des individus très loin, parce que l'océan, c'est très grand, des baleines, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si elles veulent pouvoir se reproduire, notamment, il vaut mieux qu'elles puissent se parler à grande distance. Mais ça veut dire que y en a qui descendent très bas pour pouvoir envoyer le message, d'autres qui descendent très bas pour écouter. Absolument. C'est vraiment, on se met sur le même canal, on se met sur le même canal. Tout à fait intentionnelle. On a compris qu'à cette température-là, on capte mieux. Exactement. Alors, puisqu'on est dans la communication des baleines, moi je suis posé avec cette baleine solitaire qui fait énormément de peine, là, qui se retrouve toute seule à communiquer avec personne. En même temps, vous dites, on l'a jamais vue, on l'entend, mais on l'a jamais vue. Comment on est sûr qu'elle est si seule que ça? Peut-être qu'elle a quand même des... Parce que si apparemment elle existe depuis longtemps. Pas. Oui. Peut-être qu'il y en a d'autres qui la suivent quand même, par d'autres moyens que le son. Mais en général, c'est quand même le son qui est le plus pratique pour communiquer dans l'eau, parce que la vue, on n'a pas beaucoup de visibilité dans la mer. Quand on a les plongeurs le savent bien, hein, quand il y a 30 mètres, c'est le bout du monde. Tandis que le son, c'est 1000 km, 2000 km. Donc, ce qui est surprenant, c'est que ce sont des mammifères, donc on imagine des animaux sociaux. Enfin, ça a été montré, ça communique, ça des systèmes de garde alternés, même avec pour les cachalots, avec les nouveau-nés. Donc, on se dit, en l'occurrence, là, elle toute seule, apparemment, elle est assez âgée, cette baleine solitaire. Comment elle a fait pour vivre seule? Ah bah oui, en tout cas, elle a réussi, et c'est assez impressionnant comme résilience animale, hein, d'avoir trouvé la nourriture, etc. Allez, on en prend une toute dernière question. Qui a le micro? Je vois plusieurs mains, mais on n'en prendra qu'une. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je suis en seconde, et l'année prochaine, je vais devoir m'orienter pour reprendre une orientation. C'était pour vous demander quelles études il faut faire pour être dans la biologie marine.
Il y a plein c'est très bien de oui, finir avec ça. bonne Alors vous, question. d'ailleurs, je vous ai présenté Ça comme fait plaisir. biophysicien. Oui. Vous pouvez nous dire ce que c'est que biophysicien et de façon Oui. générale, les Ben, différents moi, j'ai branches. fait des études de physique, donc et prépa ingénieur, et ensuite l'ENS en physique, donc c'est pour étudier. La physique, ça permet d'étudier de tout, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est une science qui couvre un peu tout. Et donc, je me suis ensuite spécialisé dans la physique du monde vivant. Mais ce n'est pas des études typiques pour faire de la biologie marine, où il s'agirait plutôt de se spécialiser dans la biologie. Donc des études scientifiques, en tout cas. Pour la biologie marine, c'est plutôt des études scientifiques dans la biologie, dans la physique. Il y a plein d'autres champs un peu connexes, si on préfère d'autres disciplines comme les mathématiques, comme l'informatique. Ça peut aussi être une bonne chose d'étudier ça pour pouvoir appliquer ça à la biologie, donc on n'est pas obligé de faire de la biologie. Dans les laboratoires de biologie, on trouve des informaticiens, Voilà, on trouve des informaticiens, des mathématiciens, des ingénieurs. Il ne faut pas oublier qu'on trouve aussi des techniciens, que les filières techniques peuvent aussi être un bon moyen d'accéder à ces métiers-là et de faire à peu près le même métier finalement que le chercheur titulaire. Donc dans les labos, il y a des techniciens et des chercheurs, mais ils travaillent ensemble. Ils travaillent sur les ensemble mêmes et projets. ils font les mêmes choses au final, parce que c'est beaucoup de bricolage et de choses comme ça. Il y a aussi plein de filières de gestion et de protection de la nature qui peuvent permettre d'arriver là aussi. Mais on va dire que la voie classique, c'est des études de sciences, et donc ou de biologie, ou de chimie, de physique. Merci Bill François, c'était passionnant de vous écouter. Merci à vous. Merci à vous. Et merci d'être resté.